بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب الذي هو الإلحاد، وسائله وخطره وسبل مواجهته. Donc nous allons continuer notre lecture dans ce livre de Cheikh Saleh Sindi, qui est un cheikh spécialisé dans l'aqida parmi les chouïrs de Médina. Et ce livre a pour titre l'athéisme, ce qui y mène, son danger et les moyens qui permettent de l'affronter. Nous sommes arrivés à Al-Mihwar al-Thani, qui est un chapitre dans lequel l'auteur, hafidahullah, va nous expliquer les facteurs qui donnent de la force à cette idéologie qui est le rejet du Créateur, leur méthodologie, leurs fondamentaux et comment ils y appellent l'humanité. قال المصنف في المحور الثاني: دعائم الإلحاد ومرتكزاته والنهج الذي قام عليه الفكر الإلحادي تأصيلا ودعوة. ابتداء ينبغي أن يقال: ليس للفكر الإلحادي نظرية متكاملة تفسر كل الظواهر من البداية إلى النهاية وتجيب عن كل الأسئلة الحائرة، إنما يقدم الملاحدة للناس مجموعة من الظنون والافتراضات التي لا تقع عقلا ولا تشفي، التي لا تقنع عقلا ولا تشفي غليلا. Tout d'abord, il faut savoir que l'athéisme et ses adeptes n'ont pas de théorie et d'arguments fixes et fondés à travers lesquels ils convainquent l'humanité qu'il n'y a pas de créateur. Non, ils n'en ont pas. Ils n'ont rien de fondé, rien de certain. Ce qu'ils ont, c'est surtout des suppositions, des hypothèses, des idées selon lesquelles imaginons que ceci ou imaginons que cela. Et c'est ça qu'ils exposent aux gens, semant ainsi le doute auquel ils n'apportent pas réponse. Des suppositions et des hypothèses et des doutes qui ne convainquent aucune raison et qui ne répondent suffisamment à aucune question. Les athées, c'est ça leur argumentation, c'est ça leur moyen de convaincre les gens qu'il n'existe pas de créateur. Ils n'ont pas d'argument. Oui, mais imagine que, oui, mais s'il y avait un créateur, est-ce qu'il y aurait ceci, ou est-ce qu'il y aurait cela? Oui, mais supposons que, est-ce que ça se serait passé comme ceci ou comme cela? Un tas de questions et de mises en doute auxquelles ils n'apporteraient pas réponse, et c'est ça leurs arguments pour dire il n'y a pas Dieu. Et en fait, toutes ces hypothèses ne prouvent qu'une chose finalement. Ils prouvent leur ignorance ou leur incompréhension des messages d'Allah. Parce qu'il y répond à toutes ces questions-là. Mais ils ne s'intéressent pas au message d'Allah, parce que pour eux, il n'y a pas Allah. Mais si au moins, ils lisaient ou ils écoutaient les réponses qu'Allah leur a apportées dans sa révélation. Mais non, ils ne veulent pas en entendre parler. D'accord? C'est comme si une personne qui existe et qui a prouvé qu'elle existe, elle t'envoie un tas de lettres pour te prouver qu'elle existe et pour te montrer des preuves autour de toi ou des indices autour de toi pour te montrer qu'elle est là, mais toi tu veux même pas lire ce qu'elle t'a dit. Forcément, tu vas continuer à nier qu'elle n'existe pas et tu ne seras jamais convaincu qu'elle existe. Tu continueras à dire, si elle existait, elle se serait manifestée. Si elle existait, elle serait venue me voir. Si elle existait ceci, si elle existait cela. Mais si cette personne
ne répond pas à tes exigences personnelles, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ça, c'est notre créature, que dire du Créateur Jalla wa Ala, à qui on n'a pas d'exigence à imposer. قال الشيخ ومن خلال التتبع وجد أن ما يقيم عليه الملاحدة منهجهم يرجع إلى مرتكزين. الأول نظريات تجريبية، والثاني نظريات فكرية فلسفية، ولا بد من بيان هذين المرتكزين كي يكون فهمنا للإلحاد دقيقا وعميقا. الشيخ nous dit, comme il nous l'a déjà dit avant ça, dans l'introduction du livre, les athées ont tous des points de vue différents, mais on peut les réunir selon leur manière d'argumenter. On peut les classer dans deux catégories. On a les athées qui justifient leur athéisme par leur expérience de la vie. Et on a la deuxième catégorie d'athées qui, eux, justifient cela par des philosophies, par la philosophie. Et le cheikh nous dit qu'il faut absolument que nous entrions dans les détails de ces deux grandes catégories pour pouvoir bien comprendre l'athéisme et en profondeur. Donc, nous allons tout d'abord parler de la première catégorie et leur première manière d'argumenter leur athéisme, à savoir la science et l'expérience humaine. النظريات العلمية التجريبية. قال النظريات العلمية التجريبية التي يعتمد عليها الملاحدة هي بالاستقراء نوعان: نظريات علمية غير صحيحة ونظريات صحيحة. أولا النظريات العلمية غير الصحيحة، وكثير من تلك النظريات التي ملأت الدنيا ضجيجا في القرنين الماضيين بدأت تخبو لتحل محلها نظريات تتفق والحقائق الإيمانية الدينية. فالواقع يشهد أن النظريات العلمية الحديثة تبتعد عن الإلحاد وتقترب من الإيمان، في حين أن الدين والحمد لله ثابت مستقر لا يتحول ولا يتبدل لأنه وحي إلهي. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى الكلام أن الملاحدة جابوا على حسب ما يقولوا هما أدلة. نخرجوا مثلا هذول اللي يقولوا بأن الإنسان ما خلقاش ربي. شكون خلقه؟ الإنسان جاي من القرد. طيب القرد شكون؟ قال لك القرد جاي من الضفدع. صح الضفدع مين جاي؟ الضفدع جاي من التيتار هذا، الدودة الصغيرة هذه. صح الدودة مين جات؟ الدودة جات من الذرة. صح الذرة مين جات؟ قال لك الذرة جات من الفضاء. صح الفضاء مين جاء؟ وهي رايحة. شكون خلقك؟ والدي شكون؟ جدودي شكون؟ جدودي إلى آخره. كلام لا ينتهي. بعد ذلك جابوا أدلة، قال لك احنا حوسنا في الأرض ولقينا بأن هناك هياكل عظمية في المكان الفلاني، معناتها أن البشر الأولين عاشوا في المكان الفلاني، وفي إفريقيا مثلا يسموه الهومو سابيان، وبعد كاين بشر واحد آخرين عاشوا في القرن الفلاني قبل 30 مليون عام. وين على بالنا هنا؟ عاشوا مثلا في آسيا، في الصين إلى آخره. بدأ هذه اللي يسموها مدرسة الإلحاد التطوري، ليفولوشن، لا تيوري ليفولوشن. من بعد بدأوا ضربوا يكتشفوا هياكل عظمية في أماكن غير متوقعة. بدأوا يكتشفوا في المغرب العربي، بدأوا يكتشفوا يعني في أستراليا. قال لك هذا لا يمكن. احنا قلنا بأن الإنسان تحول من القرد إلى إنسان في الحقبة الزمنية الفلانية في البلاد الفلانية. كيفاش احنا لقينا إنسان هيكل عظمي
في أستراليا ولا في المغرب ولا في الجزائر، وكيعوضنا عليه لقيناه باللي ما عاش في نفس الزمان. بداو هذوك الأفكار هذوك يطيحوا، وبدات يتبين الأمر أن كلامهم باطل، وبدأ يبان الحق، وأن الشيء اللي قاله القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه ما كانش هذه القضية هذه تعمل القرد ولا إنسان، وأن هناك كثير من الأمور ذكرها القرآن والسنة بدأت تبان حقيقة. لذلك قال هنا قال النظريات التي ملأت الدنيا ضجيجا، الناس قاعدة حضرت عليها في القرنين الماضيين، بدأت تخبو، بدأت تطفى، بدأت تطيح، لتحل محلها نظريات تتفق والحقائق الإيمانية الدينية. فالواقع يشهد أن النظريات العلمية الحديثة تبتعد عن الإلحاد. يعني العلم اليوم ما ولاش يأمن أقوال الملاحدة، ولا يقول طبعا القرآن راه يقول صح، والإنجيل راه يقول صح، التوراة قالت صح، والأهل الدين ورجال الدين راهم يقولوا صح. بداو يرجعوا شوية شوية، يرجعوا لها كما البعض هم شحال مسكين هما كيقراو ما عرفوا شنو عندنا في القرآن ويجعل الله بينهم مصداقا. الله أكبر، الله أكبر. نفس الشيء، نفس القضية، نفس القضية، نفس القضية. سبحان الله. والدين ما تبدلش صح، هم دائما يبدلوا النظريات تاعهم. أما الدين هو القرآن ما تبدل، السنة ما تبدلت، والعلماء ما بدلوا كلامهم. شكون اللي راه يبدل؟ هما يبدلوا بشوية بشوية، راه نقول رجعوا للأصل. Donc, le Cheikh nous dit, soyez attentifs car c'est très important, il nous dit tout d'abord, intéressons-nous à leurs théories dites scientifiques, et certaines d'entre ces théories scientifiques sont certes réelles et vraies, elles coïncident avec le Coran et le Sunna, c'est vrai, c'est juste qu'elles ont été mal interprétées, mais la plupart de leurs théories scientifiques sont fausses. Ce sont des théories, ce sont plus des hypothèses que des théories finalement. Tout le monde sait ce que signifie une hypothèse. Une hypothèse, c'est une idée de réponse à une question. Mathalan, d'où vient l'être humain sur Terre, par exemple. Il y en a qui vont dire, Dieu a créé Adam et Ève et voilà. Il y en a qui vont dire non, il vient du singe. D'autres vont dire non, il vient des oiseaux. D'autres vont dire il y avait une espèce d'ours, ça s'est transformé en être humain. Aujourd'hui, cette espèce d'ours, elle n'existe plus, c'est l'être humain. Il a évolué. Bref, c'est ça une hypothèse. C'est ça une hypothèse. C'est comme lorsqu'ils se demandent comment se forment les trous noirs dans l'espace. Ils vont avoir un tas d'hypothèses. Ils vont dire non, c'est les gaz. Ils vont dire non, c'est les variations de température. Ils vont dire c'est quand deux galaxies se cognent. Ça reste des hypothèses. On n'a pas vu ça. C'est pas une réponse certaine, c'est une hypothèse. C'est comme lorsque tu te poses la question de comment tel accident est arrivé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'a percuté. Peut-être il a eu une crise cardiaque, il est mort comme ça. Peut-être il s'est fait taper à mort. Peut-être, c'est des hypothèses. Quelle est la vérité d'entre toutes ces hypothèses? Allahu a'lam. À moins qu'on ait un témoin oculaire, on n'a pas vu. Donc ça reste des hypothèses. Là c'est pareil. La plupart des théories dites scientifiques, soi-disant, avancées par les athées, ne sont que des hypothèses et la plupart d'entre elles sont fausses. Avec comme preuve le changement d'avis, leur propre changement d'avis à ces scientifiques-là. Et plus le temps passe, plus ils reviennent sur bon nombre de leurs théories et les modifient. Pourquoi? Parce qu'ils font sans cesse des découvertes dans le monde qui sont contraires à leurs théories. Donc ils modifient, mais non-stop. Au lieu de se dire, bon, classe, on avoue, allez, on jette l'éponge, ce qu'on est en train de découvrir, ça correspond à 100% aux écritures et aux messages divins. Non.
beaucoup d'entre eux ne font pas ça. Ils modifient sans cesse leur théorie. Et le cheikh nous dit, si vous vous intéressez aux recherches et aux théories des scientifiques sur l'existence du monde, de l'être humain et leur évolution, vous allez remarquer que petit à petit, les théories des 2 derniers siècles sont en train de tomber à l'eau petit à petit, et les nouvelles conclusions des scientifiques ne font que se rapprocher de plus en plus de la foi et de ce qui est stipulé dans les écritures religieuses. Sans pour autant dire « classe, nous croyons en Dieu ». Mais ce qu'ils disent se rapproche de plus en plus des écritures. Ils se rapprochent de plus en plus, mais par exemple, on va prendre un exemple que j'ai donné en arabe. La théorie de l'évolution, par exemple. La théorie de l'évolution mise en place par Darwin dit que l'être humain vient du singe et que le singe s'est transformé en humain à un moment donné dans le temps, il y a X millions d'années, dans tel continent, l'Afrique je pense, dans une zone bien précise. Et il se base sur des découvertes de squelettes, des squelettes auxquels ils ont donné des noms. Je pense même qu'il y a un squelette femme qui s'appelle Alice, et un squelette qui s'appelle Clara, bref, ils leur ont donné des noms et tout. Et avec leur technique de recherche, comme la recherche à l'aide de l'analyse à l'aide du carbone 14, des choses comme ça, soi-disant, ils parviennent à dater les corps, que ce soit des os, que ce soit de la pierre. Allah, soi-disant, ils arrivent à dater les choses. Et du coup, eux, ils ont découvert des squelettes un peu partout dans le monde et ils ont réussi à dater les périodes dans lesquelles ont vécu ces squelettes-là. Et lesquels viennent desquels? Est-ce que eux sont les descendants de eux ou eux sont les descendants de eux? D'accord? Bon. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi un peu là-dessus, mais il y a quelques années en arrière, cette théorie de l'évolution, elle est tombée à l'eau. Mais on n'en a presque pas entendu parler. C'était plus sur Internet qu'aux médias. Et ils ont clairement dit qu'ils ont découvert des nouveaux squelettes et leur datation laissait clairement entendre que cette théorie tombait à l'eau et que tel squelette n'aurait pas pu vivre à tel endroit de la Terre à telle époque. Parce que selon la théorie, il n'avait pas encore évolué jusqu'à arriver dans cette zone-là de la Terre. Donc au final, cette théorie est tombée à l'eau. Mais presque personne n'en a entendu parler. Et cette théorie est toujours enseignée à l'école. Ça, là. Bon. C'est ce que le cheikh me dit ici. Les frères qui sont dans le fond, s'il vous plaît, essayez de parler moins fort parce que ça résonne. Barakallahu fikum. Donc, le cheikh me dit, leur théorie ne cesse de changer, et il ne faut que se rapprocher et revenir petit à petit vers la base. Quant à la religion et ses adeptes, parmi les religieux, et entre guillemets de toutes les religions, hein, parce que là, il est question d'existence d'Allah. Il n'est même pas question de vérité ou fausseté dans tel ou tel détail religieux. Là, on est carrément dans le Créateur et sa création, c'est tout. Eh bien, les hommes religieux, les femmes religieuses, la religion, ces textes, eux, ils n'ont pas changé à ce sujet-là. Ils disent toujours que Allah a créé la création. Leur discours n'a jamais changé. Mais les scientifiques, eux, ne font que changer. قال ثم إنه على تسليم صحة شيء من تلك النظريات فإنها تبقى نظريات قاصرة غير مستوعبة ولا شافية كما سيأتي التمثيل لذلك قريبا. Le cheikh dit combien même, imaginons que ces hypothèses soient vraies. Ça reste des hypothèses peu profondes, pas prouvées, et pas convaincante. Et le cheikh nous dit, nous allons donner quelques exemples à la suite, ou dans la suite. Donc ça, c'était concernant les théories dites scientifiques fausses. Ok? Après, bien sûr, ils ont des théories scientifiques qui sont vraies. Le cheikh nous dit, الثاني نظريات صحيحة لكنها لا تعدو أن تكون النظريات تكشف عن أسباب ووسائط وعلاقات بين المخلوقات ولكنها ليست تعليلا لوجود الكون على هذا الوجه الدقيق الثابت القوانين بدون خالق ومدبر حكيم عليم كما يزعمون. الشيخ nous dit oui,
Ils ont certaines théories scientifiques sur le monde et son fonctionnement qui sont vraies. Mais ces observations-là, elles ne prouvent ni plus ni moins que les créatures dans cet univers ont des liens de fonctionnement entre eux, mais en aucun cas, ces observations ne remettent en doute qu'il y a au-dessus d'elles un fabricant, un créateur, qui les a fait exister et qui les a placés dans un monde qui fonctionne et qui tourne avec des automatismes parfaits, sans aucune défaillance. À aucun moment il y a une défaillance. Tout fonctionne parfaitement. Et depuis, toujours. Allez, lorsqu'une personne me dit, ben voyez, regardez, il n'y a pas de créateur. La pluie, par exemple, c'est juste que l'eau de la mer s'est évaporée avec la chaleur du soleil, et puis ensuite le vent a emmené les nuages, et jusqu'à une certaine zone de la terre, puis hop, la pluie est tombée, et voilà, ça s'arrête là. Donc arrêtez de prier à Allah, de demander de la pluie, etc. C'est juste scientifique. Oui, d'accord, il y a un lien entre l'eau sous forme gazeuse, sous forme solide, sous forme liquide, les vents, le vent aussi, ben, c'est de l'air, ok, d'accord. Et tout ça, encore une fois, qui l'a fabriqué? Et on peut aller loin comme ça. On peut aller très très loin dans cette question. Qui a créé ça? Ben, ça vient de ça. D'accord, et ça vient d'où? D'accord, et ça vient d'où? Il y a bien une origine à la base, tout en haut de la chaîne. Donc le cheikh nous dit, et tous ces liens qu'il y a entre les créatures, ça ne prouve ni plus ni moins, encore une fois, ça ne prouve pas l'absence du créateur. Au contraire, ça prouve, encore une fois, l'existence d'un créateur sage et omniscient et parfait. قال ومنشأ الخلل عند هؤلاء هو أنهم لم ينفذوا من الأسباب إلى مسببها ومن المخلوقات إلى خالقها. Le cheikh nous dit le problème de ces personnes-là, c'est qu'ils refusent avec acharnement et entêtement de dire bon d'accord, on reconnaît, il y a des créatures qui ont vu le jour par la cause d'autres créatures, il y a des liens entre eux et qu'au-dessus de tout ça, forcément, il y a un fabricant et un créateur. Mais comme ils refusent, coûte que coûte, de reconnaître cela, alors ils font que monter de cause en cause, en cause, en cause, en cause, et continuent de s'entêter, de se gonfler d'orgueil, sans jamais s'arrêter. Sans ne jamais s'arrêter. En fait, ils refusent d'affilier la création à son créateur, tout simplement. ومن أهم تلك النظريات, voilà, le cheikh maintenant va nous donner un exemple. قال ومن أهم تلك النظريات نظرية داروين وهي التي وصفها في كتابه أصل الأنواع الكتاب الذي أصبح اللبنة الأساسية لنظرية التطور الإلحادية. Le cheikh nous dit, premier exemple, la théorie de Darwin, la théorie de l'évolution, qu'il a nommée dans son livre la base de tous les genres, ou la source de tous les genres. En fait, lui, il dit que tout ce qui existe n'est que le fruit d'une évolution, d'une créature vers une autre. D'accord? Et quand bien même, dans certains cas, c'est possible, mais ça ne veut pas dire que le produit A, qui est devenu le produit B, n'a pas de créateur. Ça ne veut pas dire ça. La poule, quand elle pond un œuf, on ne dit pas, la poule n'existe pas. Oui, je crois en l'œuf parce qu'il est là devant moi, mais la poule n'existe pas. Forcément, il vient de quelque part. Et puis puis l'œuf, lorsqu'il éclore et qu'il y a un poussin qui sort, c'est parce qu'on a un poussin qui ressemble pas à la poule que la poule n'existe pas. Et puis lorsque le poussin va grandir et devenir une poule et pondre un œuf, on reviendra au point de départ. On va nier sa mère qui est la poule et ainsi de suite. Non. Donc le cheikh dit, premier exemple, la théorie de Darwin, qu'il a décrit comme étant dans son livre comme étant la source des genres. Et il faut savoir que ce livre, la source des genres,
Et cette théorie de l'évolution qui est celle de Darwin, elle est considérée comme étant la pierre principale à l'édifice de la théorie de l'évolution. Yani, ce livre-là, La source des genres, c'est la base, c'est la fondation en fait de cette idéologie de l'athéisme qui est celle de Darwin. Et dès lors où les théories avancées dans ce livre, où la nullité de ces théories est prouvée, ce livre tombe et tout ce qui est bâti dessus tombe. Comme je l'ai dit juste avant avec la découverte de certains squelettes qui n'étaient pas censés être dans ces zones-là du monde, à ces périodes-là. Le cheikh nous dit وقد أقام داروين مدرسته على أساس أن الأحياء لم يخلق كل واحد منها خلقا مستقلا بل كان لها أصل واحد وهو الخلية البسيطة ثم أخذت تتطور وترتقي من طور إلى طور حتى نشأ الإنسان وبقية الكائنات والطبيعة في ذلك كانت تختار الأصلح للبقاء وهذا ما عبر عنه بمصطلح الانتخاب الطبيعي أو بقاء أصلح. Le cheikh nous dit, donc en fait là il est en train d'expliquer c'est quoi la théorie de Darwin. La théorie de Darwin, elle dit que les créatures n'ont pas été créées, les créatures n'ont pas été créées individuellement. Allah, il n'a pas décidé de créer les montagnes seules, les océans seuls, l'être humain seul, le djinn seul, les animaux seuls, non. Les créatures n'ont pas été créées de manière individuelle. Plutôt, il dit, la source de tout ce qui existe, c'est la cellule, l'atome. Et puis cette cellule a évolué de lieu en lieu, d'époque en époque, jusqu'à donner ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de être humain ou autre parmi les créatures. Et du coup, selon lui, c'est la nature elle-même qui s'est créée, en évoluant. Et en faisant évoluer chaque créature vers ce qui lui permet de s'adapter à son milieu de vie. Et c'est ce qu'il appelle justement al-intikhab al-tabi'i, la sélection naturelle. Tout le monde a déjà entendu ce terme, soit à la télé ou à l'école ou autre. La sélection naturelle. En fait, ça veut dire que c'est la nature qui a créé. Ils disent pas la création d'Allah, ils disent la sélection naturelle. Ou ils disent également baqa al-aslah. Et le fait que le plus utile est persisté sur Terre. Et le plus utile ou le plus adéquat ou le plus adapté. Donc, le plus juste, entre guillemets. Donc c'est ça la théorie en fait. Et c'est de là que vient ce proverbe de on laisse faire la nature. Laissons faire la nature. Ça c'est une parole de kufr. On ne dit pas laisse faire la nature. On dit on laisse Allah faire dans sa nature. C'est pas la nature qui fait. Hein? Ou encore laissons faire le temps. Où le temps fait bien les choses, la nature fait bien les choses, hein? Et ce genre de choses, ce genre de paroles. Ça, c'est pas des paroles de croyants. قال وتجمع مدرسة داروين في ثناياها كبار ملاحدة العالم الذين يرون أن الإنسان لا خالق له وأنه وليد ملايين السنوات من التطور الطبيعي والنشوء والارتقاء بين الأنواع المختلفة. Donc cette école, l'école de Darwin, qui a donné naissance à de grandes références parmi les soi-disant chercheurs et professeurs dans le monde, qui ne sont en fait autres que des représentants de l'athéisme en vérité, sous l'école de Darwin, ils ont évolué siècle après siècle en inculquant aux gens que l'être humain n'a pas de créateur et que l'être humain n'est autre que le fruit
d'une évolution d'atomes et de cellules, de génération en génération, l'être humain n'est autre que le fruit de millions d'années d'évolution. Ni plus ni moins. وقد اهتم الملاحدة كثيرا بهذه النظرية لأنها في نظرهم النظرية الوحيدة التي يمكن بها تفسير الكون والحياة دون الحاجة إلى خالق. والواقع أنها نظرية هشة ضعيفة غير متماسكة، ولذا فقد اضمحلت وضعفت كثيرا في عصرنا الحاضر. Donc, ces athées-là ont donné beaucoup d'importance à cette théorie qui est celle de Darwin, car ça les a rassurés, même si elle tient sur rien, elle les a rassurés et elle leur a permis de croire en une explication de la vie finalement. C'est quoi la vie? Elle vient d'où? Elle va où? On vient d'où et on va où? Finalement, pour eux, cette théorie, elle a répondu à leurs questions, même si elle n'y répond pas avec argumentation solide. Ça reste des hypothèses, comme on l'a dit. Cette théorie est faible et elle n'est pas solide. Et même les théories qui sont contenues, donc les sous-théories qui sont contenues dedans, les explications qui sont contenues dedans, ne collent pas entre elles. Il y a beaucoup de contradictions dans cette école qui est celle de Darwin. Et il y a tellement de contradictions que cette théorie tombe de plus en plus à l'eau à notre époque, qui est celle-ci, dans laquelle nous vivons. ويمكن تلخيص أهم أوجه بطلان هذه النظرية في النقاط الآتية. Nous allons tenter à présent de résumer en quelques points pourquoi cette théorie est nulle. أولا أنها نظرية قاصرة فهي لن تفسر جميع ظواهر الحياة في هذا الكون. هي مثلا لا تقدم تفسيرا لأصل نشأة الحشرات مع أنها تمثل 80% من مجموع الحيوانات. فهل تطورت تلك الحشرات أم بقيت على ما هي عليه؟ ولما لم يجري عليها قانون التطور؟ كما أنها لم تقدم تفسيرا للطيور، فهل ما يطير من الحيوانات قد تطور؟ وماذا كان أصل هذا التطور؟ إلى أشياء أخرى ترجع إلى الأحياء قد أهملتها. فما قيمة نظرية لا تقوم بتفسير 90% من الظواهر التي من المفترض أن تتناولها؟ Premièrement, la théorie de Darwin, qui est celle de l'évolution, est restée muette et silencieuse face à la question de savoir quelle est l'évolution qui a ramené l'existence des insectes, par exemple. Ça peut paraître comme une question bête, mais le cheikh nous dit, il faut savoir que les créatures dans le monde, et ça c'est les scientifiques qui le disent eux-mêmes, le cheikh lui c'est un savant religieux, et il ne fait que lire des statistiques et des recherches scientifiques comme tout le monde peut le faire. Lui, il n'est pas chercheur scientifique, biologique. Lui, il dit, on remarque, par exemple, que parmi toutes les créatures sur Terre, êtres humains, animaux, insectes, mammifères marins, tout confondu, on remarque que les insectes représentent 80% des créatures sur Terre. Juste les insectes. Avec toutes leurs sortes, toutes les sortes d'insectes, ils sont quand même 80% des créatures vivantes. C'est énorme, 80%. Lorsque la théorie, ou les adeptes de la théorie de l'évolution sont questionnés à ce sujet, comment les insectes sont arrivés à devenir insectes, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Ils n'ont jamais répondu à cette question. Et pourquoi est-ce que les insectes n'ont pas subi et ne subissent pas, à l'heure actuelle, cette évolution et cette sélection de la nature, comme ils disent? Pourquoi? Pareil pour les volatiles, les mammifères volants, comme les oiseaux, etc. Tout ce qui vole.
Comment ont-ils évolué? Parce que la plupart des théories de l'évolution de Darwin, la plupart des théories, lorsqu'elles s'expliquent sur l'évolution, elles parlent de ce qui vit sur Terre, sur la Terre fermée. Ils avaient 4 pattes, puis voilà comment ils se sont débarrassés de 2 pattes, puis maintenant ils marchent sur 2 pieds, et les mains, elles servaient à autre chose, ils étaient poilus, puis ensuite ils sont devenus non poilus, etc., etc. La vision nocturne, la vision la vision dans l'eau, la vision à l'extérieur de l'eau. Donc la plupart des théories, elles expliquent en fait l'évolution des créatures qui vivent sur Terre. Mais ils parlent quasiment pas, voire pas du tout, des créatures qui volent. C'est ça que le cheikh veut dire. Pourtant, les volatiles parmi les créatures représentent quand même 10%. 10% des créatures. Il y a 10% des créatures sur Terre volent. Pas d'explication. Ce qui veut dire, en final, que 90% des créatures sur Terre restent sans explication quant à leur évolution. Ils expliquent par rapport à certaines catégories d'animaux et par rapport à l'être humain, et le reste, on ne sait pas encore. On ne sait pas. Pas de réponse. Comment est-ce qu'une théorie qui est censée répondre à la question de notre existence, d'où on vient et où va-t-on, comment est-ce qu'on peut baser notre vie sur une théorie comme celle-là, alors qu'elle ne nous répond pas à la question de l'existence de 90% des créatures? Comment est-ce que je peux en faire une réponse à ma question existentielle principale? Pourquoi je suis là? D'où je viens et je vais où? D'où je viens et où vais-je? Donc ça, c'est juste le premier élément de réponse. ثانيا عجز أرباب هذه النظرية وأنصارها عن بيان كيفية انتقال الحياة من جماد إلى كائنات حية. فإذا سألتهم كيف وجدت الحياة أو كيف وجدت الحياة فجأة من خلية جامدة إلى أنفس حية لها إحساس وعقل، يجيبك الملحد وتجيبك النظرية بأن هذا التطور إنما حصل فجأة صدفة. ولا يخفى أن الصدفة ليست جوابا علميا، بل هي جواب يصادم العلم، وكما سيتبين عن قريب إن شاء الله. Le cheikh nous dit, deuxièmement, les plus grandes références de cette école qui est celle de l'évolution ne parviennent pas à répondre à la question suivante: comment, à un moment donné, la créature inerte, sous forme solide ou autre, comment une créature inerte est devenue à un moment donné une créature vivante? Comment, en évoluant, l'inerte devient vivant, avec une raison, avec une âme, avec du sang ou autre qui coule dans ses veines, avec une réactivité à l'autre créature? Elle chasse, elle cherche à vivre, elle protège, elle attaque, elle se défend, elle se déplace dans le monde. Comment de l'inerte? Bon, d'accord, imaginons que c'est vrai, d'une créature vivante, elle s'est adaptée et transformée en une autre créature vivante. Imaginons que, même si l'école d'évolution n'a pas de réponse du comment, sur le comment. Mais comment est-ce que de l'inerte devient vivant? Et pourquoi est-ce que l'inerte qu'il y a autour de nous, depuis que l'être humain recherche et retranscrit et écrit et laisse des traces aux générations après lui, l'inerte est toujours inerte? Les montagnes sont toujours montagnes, les pierres sont toujours pierres, la terre est toujours terre, les arbres sont toujours arbres. À quel moment l'inerte devient vivant? Avec une raison, avec un cerveau, avec une âme, avec une réactivité. Le cheikh nous dit, la seule réponse que les athées de cette école donnent, c'est arrivé subitement. On n'a pas cette étape. C'est arrivé subitement, on n'a pas cette étape. C'est ça la réponse. Et le cheikh nous dit, et ça, c'est pas digne de la part d'un scientifique. Ça, c'est pas une réponse scientifique. N'importe quel scientifique
aussi crédible soit-il et respecté, le jour où il dit « Ah, ça arrivé subitement, on n'a pas de réponse à ça », au regard des adeptes de la science, il n'a plus aucune crédibilité. Parce qu'un scientifique est censé répondre à toute question liée à la science. Dit autrement, le scientifique, vu qu'il se base que sur la science et pas sur les messages divins, il n'a pas le droit de dire « Ah, ça, on ne sait pas, c'est arrivé comme ça ». Il n'y a pas d'explication. Il n'a pas le droit de dire ça, un scientifique, dans le domaine de la science. Or, les adeptes de l'école de l'évolution, de la théorie de l'évolution, c'est la réponse qu'ils donnent. Lorsqu'on leur dit « Oui, ben d'accord, tout évolue. » Ah, expliquez-nous comment est-ce que l'inerte est devenu vivant. Ah, ça, c'est arrivé soudainement. C'est ça qu'ils donnent dans leur fiche de recherche. Non, c'est pas de réponse. Le cheikh nous dit ثالثا, troisièmement, أنه عند التأمل فيما اعتمدت عليه النظرية نجد أنها تنطلق من وجود تشابه بين الأحياء، ولذا قرر داروين أن أصل الإنسان قرد بسبب هذا الأمر. نجد أنها يعني النظرية تنطلق من وجود تشابه بين الأحياء، ولذا قرر داروين أن أصل الإنسان قرد بسبب هذا الأمر. ومن طريف ما يذكر هنا ما أنشده الشاعر الملحد الزهاوي حيث يفخر بأنه من نسل قرد هالك فيقول: ما نحن إلا أقرد من نسل قرد هالك فخر لنا ارتقاؤنا في سلم المدارك. أقول، يعني الشيخ يقول: أقول مما تزعمه هذه النظرية أن وجود الأمراض المشتركة أو المشتركة بين الإنسان والحيوان يدل على وجود تشابه بينهما. وهنا يسأل أرباب هذه النظرية: لماذا لا يكون الإنسان متطورا من فأر وليس من قرد؟ لأنهما يشتركان في كثير من الأمراض كالسرطان مثلا. ولا جواب عند هؤلاء. الشيخ nous dit: également, lorsque Darwin a remarqué qu'il y avait des points communs entre bon nombre de créatures, il a décidé, c'est pas qu'il a découvert, puisqu'il n'était pas là pour le voir. Il n'était pas là pour voir l'évolution d'un être en un autre. Mais il a décidé que l'être humain venait du singe. En tant que scientifique, lorsqu'il a remarqué qu'il y avait des points communs physiques entre le singe et l'être humain, alors il a décidé que l'être humain venait du singe. Comme ça. D'ailleurs, il y a un poète arabe, athée, qui a dit: nous ne sommes autres que des singes. Nous descendons d'un singe qui est mort dans le temps. Et nous nous vantons de notre évolution et du développement de notre intelligence. C'est un athée qui a dit cela. Le cheikh nous dit: partons de cela. Imaginons que, d'accord, ils ont remarqué par la suite que beaucoup d'animaux avaient les mêmes maladies que l'être humain et qu'ils avaient également le cancer. Eux aussi, les animaux développent des cellules cancéreuses. Du coup, le cheikh nous dit: pourquoi donc a-t-il décidé que l'être humain venait du singe? Pourquoi pas de la souris? Pourquoi pas du rat? Pourquoi pas du chat? Pourquoi pas d'autres animaux? Parce qu'on a les mêmes maladies qu'eux. Parce qu'il faut savoir que Darwin, il ne s'est basé sur rien d'autre en disant qu'on vient des singes que les points communs qu'on a avec lui. Et c'est vrai, l'être humain a des points communs avec les singes. Mais est-ce que vous avez conscience du mensonge du siècle?
l'être humain vient du singe parce qu'il a des points communs avec lui. On a des points communs avec la souris. On a des points communs avec le koala. On a des points communs avec le paresseux. On a des points communs avec le porc. Là, on a des points communs avec le porc. On a des points communs avec un tas d'animaux. Pourquoi le singe? Pourquoi on ne vient pas d'autre chose? Pourquoi on ne vient pas du chat? Ça repose sur rien. Le cheikh nous dit, et lorsque cette question leur est posée, il n'y a pas de réponse. On va terminer avec ce dernier point de réplique. قال ومن الخرافات في هذه النظرية أيضا الزعم بأن الأعضاء غير المستعملة تضمر بمرور الزمان وتنتقل ضامرة إلى الأجيال القادمة أما التي تستعمل فتقوى وتتطور ولذا يقولون كانت عنق الزرافة طويلة لأنها محتاجة إلى أن تأكل من الأشجار فتمد عنقها ثم تطور الأمر شيئا فشيئا حتى أصبح العنق طويلا والسؤال الوارد عليهم ولماذا لم تطل عنق الماعز مع أنها محتاجة كذلك إلى أكل الأوراق من الأشجار وهي تمد عنقها أيضا منذ آلاف السنين أيضا لا جواب. Cheikh nous dit, et en se basant là-dessus, les adeptes de l'école de l'évolution, de la théorie de l'évolution ils disent que les organes et les membres d'un corps évoluent en fonction des besoins de l'être vivant. Par exemple, ils disent la girafe, à la base, elle n'a pas un long cou. Soi-disant, selon eux, la girafe, au début, elle n'avait pas un long cou. Allez, imaginez une girafe sans cou. Il faut imaginer une girafe, sans cou. Quand on entend girafe, c'est quoi la première chose qui nous vient en tête? C'est son cou, ça. C'est ça qui nous impressionne dans la girafe. C'est ça qui lui donne son charme. Au passage, la girafe, c'est mon animal préféré. C'est ça qui lui donne son charme à la girafe. Subhanallah. C'est ça qui impressionne dans la girafe. Eh bien, eux, ils disent la girafe, à la base, elle n'a pas de cou. Ils disent, la girafe, elle a attrapé un long cou, parce qu'à travers le temps, les arbres grandissaient, donc elle avait de plus en plus besoin d'étirer son cou vers le haut pour pouvoir manger les feuilles des arbres, et du coup, son cou est devenu long comme il l'est aujourd'hui. Et le cheikh nous dit, eh bien, on leur pose la question. Les chèvres, elles aussi, elles tendent leur cou depuis des milliers d'années pour manger dans les arbustes. Pourquoi leur cou est toujours petit? Et le cheikh nous dit, et là encore une fois, pas de réponse. كما يذكر داروين أن أسلافنا كانوا ذوي شعر كثيف وأنه عندما تطور وتحول هذا الكائن إلى إنسان سوي سقط كثير من شعره لعدم استعماله أو الحاجة إليه لكنه عندما جاء ليفسر عدم وجود الشعر عند النساء اعتذر بعذر عجيب حيث زعم أن هذا ضروري لجمال المرأة وجاذبيتها وهذا الجواب من الممكن أن يقتنع به لو كان النظر للموضوع يصاحبه اعتقاد بوجود خالق حكيم لكن هذا لا يقر به الملاحدة. Encore autre chose de très étrange chez les adeptes de la théorie de l'évolution. Darwin a également dit que l'être humain d'aujourd'hui n'est pas poilu comme le singe, comme l'animal. Pourquoi? Parce que, en évoluant dans le temps, vu qu'il ne vivait plus dans la nature sauvage, il n'a plus besoin de ses poils. Il n'a plus besoin de... Bien sûr, on a des poils, mais c'est pas des poils d'animaux. Preuve étant, quand on va dehors, sans vêtements, on a froid. L'animal, lui, il n'a pas froid. En fait, Darwin, il dit, quand on lui a dit, alors les poils, ils sont où? Il a dit, il les a perdus, parce qu'il en a plus besoin, il vit plus dans la nature. Ah, d'accord. Et vraiment, la question qui va venir lui a été posée. Ils lui ont dit, alors, comment se fait-il que l'homme a gardé une certaine pilosité, la barbe, le corps, mais pas la femme?
Comment se fait-il que l'homme a gardé une pilosité fournie dans certaines zones de son corps, mais pas la femme? Et là, Darwin a donné une réponse très étrange pour un athée, et défendue par les athées. Cette réponse est la suivante. Oui, mais les femmes avaient besoin de se débarrasser encore plus des poils pour une question de beauté et d'attirance. Cette réponse aurait été acceptable et convaincante si on croyait au Créateur, qui lui a donné moins de poils que l'homme pour qu'elle soit plus belle et plus attirante pour l'homme. Mais cette réponse, elle n'est pas acceptable pour un athée. Puisque pour les darwinistes, si je peux les appeler comme ça, la créature ne choisit pas, c'est la nature qui sélectionne et qui la fait évoluer pour s'adapter au milieu. Et tout comme l'homme qui vient du singe ne vivait pas dans le monde sauvage, dans la nature, la femme non plus. La femme, elle est soi-disant sortie du monde sauvage, maintenant elle vit dans des maisons, etc. L'homme aussi. Lui, il a gardé sa barbe et sa pilosité corporelle, et la femme, elle s'est débarrassée, elle, de sa barbe, etc., pour être plus belle. Ça tient pas. قال الشيخ أيضا حاول داروين أن يفسر وجود الشعر في منطقة الرأس من الإنسان وعدم تساقطه مع بقية شعر الجسم الذي سقط في زعمه، فيقول: بما أن الرأس معرض كثيرا للضربات فقد كان من الضروري أن يبقى الشعر عليه. يا لله العجب، فماذا عن الجبين والأنف وهما يتعرضان لصدمات أكثر؟ وماذا عن الشعور الداخلية في الجسم؟ هل كان وجودها لهذا السبب أيضا؟ فباختصار إنها نظرية هشة متداعية. كذبة فوق كذبة فوق كذبة فوق كذبة. هذا مكان. Donc on termine par rapport au darwinisme, et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Le cheikh nous dit, ça ne s'arrête pas au poil de la barbe et ce qui distingue l'homme de la femme. On lui a également posé la question sur les poils de la tête, les cheveux qui sont restés. Pourquoi il a gardé ses cheveux alors? Et Darwin a répondu, parce qu'il recevait beaucoup de coups sur la tête, alors les cheveux de la tête étaient nécessaires pour amortir les coups et les chocs. Ça a l'air d'une réponse, mensongère, ça. Et pourtant, c'est dans leur théorie, c'est dans leur livre. Cheikh nous dit, il a quand même osé répondre que c'était pour amortir les coups qu'il recevait sur la tête. Et Cheikh nous dit, subhanallah. Donc il a gardé les poils de la tête pour amortir les coups, mais il s'est débarrassé des poils de son visage, alors qu'il se cogne encore plus le visage que le dessus de la tête. Le cheikh nous dit, et qu'en est-il alors des poils du reste du corps, qui sont cachés sous les vêtements? Là-bas aussi, c'était pour éviter des coups. Les poils qui sont au niveau des parties intimes. Ça a les poils des aisselles, sous les bras, c'était pour amortir des coups reçus sous les bras, etc., etc. Le cheikh nous dit, en conclusion, cette théorie, en fait, elle repose sur absolument rien de solide. C'est des hypothèses, c'est des suppositions, ni plus ni moins. Et ça fait partie des mensonges du siècle. Ça fait partie des mensonges du siècle. Wallahu musta'an. On s'arrête ici, Inch'Allah ta'ala. هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته